Et comme tous les vendredis, c'est le grand débat du vendredi, donc sur Boursorama, entre Eric Heyer, qui est à ma droite, il est là. Bonjour Eric. Bonjour. Des directeurs du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Et Philippe Manière. Bonjour Philippe. Bonjour David. Président de Footprint Consultant. La question aujourd'hui, le gouvernement a-t-il tort de reporter a priori d'un an sa réforme des retraites? Information Le Figaro. A priori, ils sont bien informés. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est une des réformes les plus explosives parce que derrière, non pas pour la question financière, on va y revenir, ou le fait de reporter l'âge légal de départ à la retraite, mais derrière cette réforme systémique, il y a l'idée des régimes spéciaux de retraite qui seront remises d'équerre. Et il y a Emmanuel Macron qui a nommé, on le sait, un haut commissaire sur cette question de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, qui a commencé les consultations, on le sait, cette semaine, la CFE-CGC, tous les syndicats, il y aura concertation. Et puis aujourd'hui, au sommet, à l'Élysée, il y a une réunion entre Jean-Paul Delevoye, entre Emmanuel Macron, le président, entre le Premier ministre, Agnès Buzyn et aussi Gérald Darmanin. Bref, et puis il y a cette info du Figaro avec ce report a priori d'un an de la réforme. Est-ce que le gouvernement manque d'ambition ? Ou est-ce qu'il a raison, au contraire, de prendre son temps parce que c'est compliqué ? Allez. Dans votre question, il y a deux questions. Il y a une question économique, il y a une question de qu'est-ce qu'il faut faire avec ce système de retraite dont on sait depuis 30 ou 40 ans qu'il est bancal, qu'il est trop complexe, qu'il est injuste. Et là, de ce point de vue-là, plus vite on changera, mieux ça vaudra. Parce qu'il faut quand même bien savoir que, par exemple, ces régimes spéciaux qui sont exagérément favorables, que vous évoquiez à l'instant, David, ils sont financés par le contribuable. Tous les ans, l'État met 2 à 3 milliards sur la table pour que partent à la retraite un certain nombre de gens qui partent beaucoup plus tôt que les autres. Donc, c'est un transfert qui n'est pas véritablement justifié, en tout cas ça se discute par des suggestions particulières. Pour prendre le cas de la SNCF, la bête humaine avec le type qui se prenait des escarbilles dans les yeux et qui finissait crevé après des journées de dingue pour aller de Paris à Lyon avec sa voiture à vapeur. C'était le temps jadis. C'est un peu périmé. Je ne néglige pas la difficulté de conduire un TGV qui se conduit tout seul. Enfin, c'est clairement pas la même chose que ce qu'on connaissait il y a 100 ans. Donc il y a des avantages qui sont, disons, moins défendables, pour dire le moins. Et donc, c'est pas illégitime d'aligner. Et plus vite on le fera, mieux ça vaudra, parce que sinon, c'est l'injustice qui perdure et c'est les finances publiques qui en souffrent. Donc, de ce point de vue-là, tout report, fût-il d'une demi-heure, n'est pas défendable. Et d'ailleurs, au passage, il faut signaler qu'il y a 20 ans, ce sujet était sur la table et que si Alain Juppé et Jacques Chirac n'avaient pas reculé en race campagne, s'ils avaient bien voulu tenir 2 ou 3 ou 4 ou 5 jours de plus, ça serait derrière nous et il y aurait eu 20 ans d'injustice en moins, 20 ans de dépenses publiques inutiles en moins. Fermons la parenthèse. Donc, du point de vue de la justice et du point de vue de la qualité du système, il faut aller vite. Après, il y a le point de vue politique. Et ça, je veux dire, moi, c'est pas mon métier. Non, mais du point de vue financier. Parce qu'on a toujours dit, oh là là, il faut repousser l'âge de départ à la retraite parce que le régime n'est pas financé. Sauf que tout ça est basé, on sait à chaque fois, sur le rapport du corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui évolue quand même. Parce que, pendant la campagne présidentielle, il y a eu un nouveau rapport. Le rapport, non, il y a eu 2 rapports là en 3 mois. Juste avant l'été, pendant la campagne présidentielle, c'était catastrophique. Il y avait, 8 ou 9 milliards d'euros à horizon 2020. Là, on nous dit nouvelle prévision. Alors, pourquoi les prévisions ont changé en 3 mois, il faudra quand même expliquer. Il n'y a plus que 2 milliards d'euros à financer à horizon 2020. Donc, finalement, il n'y a plus d'urgence financière aujourd'hui à faire cette retraite tout de suite maintenant. 2 milliards d'euros de déficit à horizon 2020, il n'y a pas le feu au lac. On est tellement métridatisé que 2 milliards d'euros, ça paraît rien. C'est un peu d'argent, je me permets de le dire. Non, mais parce qu'on dit, c'était 10, c'est plus que 2, vive Dieu. Non, c'est beaucoup d'argent et plus vite ça s'arrêtera, mieux ça vaudra. Et puis quand même, il y a la question, je n'ai pas fini tout à l'heure sur ce second point, j'irai très vite, l'opportunité politique. Est-ce qu'il faut le faire aujourd'hui pour profiter de la lancée sur laquelle est Emmanuel Macron, puisqu'il a réussi un certain nombre de choses qui étaient déjà un peu tabous sans que les gens aillent dans la rue, ça se plaide, ou est-ce qu'au contraire, on se dit, il ne faut peut-être pas en faire trop, on attend de passer les élections européennes et on fera ça après, au risque que le président ait perdu son crédit politique. Et ça, c'est un dosage politique et de communication qui n'est pas facile à faire. Les deux se plaident, à mon avis. Et je crois que le président lui-même hésite, parce qu'on nous dit que ça va sans doute être reporté, mais vous voyez, c'est très prudent, on n'est pas sûr, etc. Peut-être même d'ailleurs qu'il y a là-dedans un jeu. C'est-à-dire que si vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un de courageux, vous faites semblant d'avoir longuement hésité avant d'y aller, puis vous y allez. Et là, tout le monde dit, quel homme. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Ce que je veux dire, c'est que les bribes d'informations dont il dispose aujourd'hui, à mon avis, ne nous permettent absolument pas de trouver la réponse à cette question. Si vous avez un doute, il y a bien Eric Heyer qui est là avec nous, il va sortir de son mutisme. Non, mais non. D'un point de vue financier, alors pourquoi il y a des révisions? Mais oui, celui qui est capable de donner le chiffre de croissance économique à la virgule près, il n'existe pas. Donc, sur les 15 prochaines années. Et ils vont même jusqu'à 2070. Donc, vous voyez, arrêtons-nous à 2040 déjà. Mais oui, d'accord, mais le corps va jusqu'en 2070. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et puisque ça dépend énormément de cette. Est-ce qu'il y a un problème financier ou pas, du financement des retraites? Globalement, c'est relativement maîtrisé. C'est ça que nous dit le chiffre du corps. C'est-à-dire qu'à l'horizon
même 2070, vous voyez que c'est sûr que s'il y a 1% de croissance économique à partir de 2022 jusqu'à 2070, non, on n'est pas bien. Et là, on n'est pas bien. Mais vous voyez, on n'est pas bien, pas que sur les retraites, on n'est pas bien sur tout notre régime de solidarité. Donc, il faudra tout revoir. Par contre, on est à l'équilibre à partir de 1,35 % de croissance. Bah, vous voyez que là, globalement, ce que nous disent les économistes aujourd'hui sur la croissance potentielle, c'est qu'on est à 1,25 de croissance potentielle. Donc, oui, globalement, on y est. Donc, il n'y a pas d'urgence à réformer d'un point de vue financier. Effectivement, et en plus, l'hypothèse de chômage me semble extrêmement pessimiste. Vous voyez qu'on arriverait à 7% de chômage, d'après le corps, qu'en 2035. Vous voyez, Muriel Pénicaud, on a fait d'ailleurs une émission, elle pense plutôt que c'est en 2022. Et vous voyez que si c'est en 2022, ça change aussi. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des notions... Notamment pour l'assurance chômage aussi, d'ailleurs. Oui, pour l'assurance chômage, pour tout, mais pour tout notre système, tout est lié de toute manière. Et la variable clé, c'est quand même le taux d'emploi. Aujourd'hui, quand il faut dire, on a des caractéristiques qui sont communes aux autres pays, c'est-à-dire qu'on a un allongement de la durée de vie qui fait que ça pèse sur nos retraites. On a aussi le passage à la retraite des baby-boomers. Bon, tout ça, ce sont des éléments structurels qu'il faut prendre en compte. Et il y a eu des réformes pour le prendre en compte. Pensez qu'on n'a pas réformé pour le régime général. Pour le régime général, oui, mais qui est quand même le gros du régime. Et pas ça, le gros donc, des déficits. Ça s'est pris. En revanche, on a un avantage sur tout le monde en France, c'est qu'on a un taux de fécondité qui est meilleur, donc c'est mieux pour notre société. Et par contre, on a un déficit, c'est le taux d'emploi. Et donc, on voit bien que l'une des meilleures politiques pour les retraites, ça serait d'augmenter le taux d'emploi. Alors, jusqu'où il faut le faire? Et après, on verra la fusion. On voit que dans les pays qui ont réussi à monter le taux d'emploi, en gros, ils l'ont fait par le temps partiel. C'est le temps partiel des seniors qui est à peu près 3 fois supérieur à ce qu'on a en France. Donc, ça veut dire qu'il y a la paupérisation de ces personnes-là aussi. Donc, on pourrait arriver à un système de retraite équilibré comme ça peut être dans le cas, mais il y a quand même quelqu'un qui doit le payer. Aujourd'hui, quand même, il faut quand même le dire, aujourd'hui, ceux qui payent, ce sont quand même les retraités. C'est-à-dire que la réforme qui a eu le plus d'incidence sur le système des retraites, c'est celle de 93, où on a désindexé les retraites. Sur l'inflation. Alors, donc on les a indexés sur l'inflation alors que c'était sur les salaires. Et donc, du coup, aujourd'hui, le taux de remplacement est passé d'un peu plus de 70 à 52 aujourd'hui, et à l'horizon 2070 à 40. Donc, vous voyez, c'est quand même un pouvoir d'achat moindre pour les retraités. Donc ça, c'est le premier aspect financier, donc il n'y a pas le feu au lac, effectivement. Non, mais on peut évacuer ce sujet. Aujourd'hui, c'est plus un problème financier horizon 10 ans, les retraites, le financement du régime des retraites. C'est plus la situation dramatique dans laquelle on était avant les réformes très importantes qu'Éric vient de mentionner. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, les gens partaient à 60 ans. Dans toute la campagne, on nous a dit qu'il faut absolument aller à 65 ans en âge de départ légal à la retraite. Moi, je pense qu'il avait raison parce qu'encore une fois, 2 ou 3 milliards de déficit, je ne trouve pas que ce soit négligeable. Il avait raison parce que même si on a un taux de croissance qui est proche de ce qui est nécessaire, on ne peut jamais exclure un accident. Si vous avez 2 ou 3 années à 1%, on sort quand même d'une série d'années où on était à entre 0,5 et 1. Donc il n'y avait pas de quoi, évidemment, financer. Oui. Donc on est toujours vulnérable. Ces déficits, même s'ils ne sont pas énormes et donc beaucoup moins alarmants, ils sont là et franchement, on n'en a pas besoin. Regardez le mal qu'on a. On est les tout derniers pratiquement à rester collés aux 3%. Tous les autres, soit ils en sont sortis, soit ils sont sur une dynamique qui les emmène rapidement vers un déficit bien moindre. Donc il y a plein de raisons de le faire. Et puis il y a surtout, pardon de le dire, la raison de justice élémentaire que j'évoquais tout à l'heure. Ça ne me paraît pas satisfaisant qu'un certain nombre, et il faut dire les choses, de fonctionnaires ou de quasi-fonctionnaires bénéficiant par ailleurs d'un certain nombre d'avantages, dont la sécurité de l'emploi, bénéficient depuis si longtemps d'une différence de traitement si spectaculaire. Enfin, les fonctionnaires d'Active, pour beaucoup, les roulants de la SNCF qui partent à 50, 52 ans, avec une retraite qui est calculée sur 75% des 6 derniers mois, alors que pour le commun des mortels, c'est sur 25 ans. Vous voyez bien qu'on est sur... Je ne leur fais pas de mal à ces gens-là. Plus mieux ils se portent, mieux je me porte. Mais vous voyez bien que le problème, c'est quoi? C'est que s'ils le finançaient, leur truc, moi je m'en fiche, mais c'est le contribuable qui paye ça. C'est vous et moi qui avons moins de revenus pour financer ça. Pardon, Eric, il y a 2 points. Il y a d'abord est-ce qu'on doit quand même les 2 milliards? Enfin, le problème de la prophétie autoréalisatrice. Si on dit de toute manière on n'aura pas 1,3 de croissance, on en aura moins, donc du coup il faut faire des économies maintenant, etc. Le problème c'est que ça va devenir autoréalisateur. C'est-à-dire que le keynésien et le libéral sort de ce corps, ça y est. Non, c'est pas le keynésien, c'est juste l'observateur. On a compris pourquoi en 2010 on avait fait la plus grande erreur de politique économique en zone euro. Parce que tous les pays l'ont fait en même temps. Mais oui, mais d'accord. Mais du coup faire l'austérité alors que c'est autoréalisateur. Au bout d'un moment, ça casse la croissance. Il y a un pays qui n'a pas mis 1 euro pour soutenir l'économie
économie pendant la crise, c'est la République tchèque. Vous vous rappelez que le président de la République tchèque disait à l'époque traiter une crise ou ne pas la traiter, c'est comme soigner une grippe ou pas la soigner. Il y en a une qui dure 8 jours, l'autre qui dure une semaine. Et à l'arrivée, aujourd'hui, ils ont 4,5% de chômage. Ok, alors on peut pas comparer la Tchécoslovaquie. Non, mais ça n'a rien à voir. Ils sont pas dans la zone euro. Mais non, mais ils sont pas dans la zone euro. Non, mais ils ont pas fait. Non, ok. Moi, je veux bien qu'on se compare à la Tchécoslovaquie ou à la Suisse. Enfin, c'est pas la réalité de la France et de la zone euro. Il n'y a aucune comparaison qui vous satisfasse. Mais si, la comparaison zone euro. Si on regarde, bah oui, mais la zone euro, quand on se compare au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est des tailles comparables. Si on prend un petit pays comme le Liechtenstein, c'est un autre, ou la Tchécoslovaquie, qui sont pas au même moment de rattrapage. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Regardons ce qui s'est passé en zone euro. Maintenant, il y a quand même une documentation abondante sur quand même cette erreur-là. Et donc, moi, je ne pense pas que ce soit le moment où on a des petites craintes de faire un peu d'austérité, même si c'est mieux de la faire maintenant, l'austérité, qu'il y a 5 ans. C'est vrai, mais attention, aujourd'hui, on est encore à 9,5% de chômage. Si on considère que 9,5% de chômage, c'est la panacée, attention. Si on augmente, ça a été bien documenté par la DG Trésor, quand on augmente l'âge de départ à la retraite, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque du chômage. Ça fait une augmentation du taux d'emploi, donc ça c'est bien, mais ça fait aussi une augmentation du chômage. Donc, pourquoi du chômage? Eh ben parce que vous maintenez des gens qui auraient dû partir à la retraite, vous les maintenez dans l'emploi. Et n'en trouvent pas. Et non, alors d'abord, soit ils étaient au chômage, donc ils restent plus longtemps au chômage, soit l'emploi, s'ils gardent cet emploi-là, c'est quand même il y a un effet de génération. Non. Mais alors écoutez, substitution. alors ne croyez pas à ce que dit on a renoncé à tous les dispositifs pour chasser les vieux pour que les jeunes prennent un job. C'est une étude de la DG Trésor qui est publiée dans une revue et qui montre bien l'effet sur le chômage et sur le taux d'emploi. Et donc ça a un effet, effectivement ça a un effet. Bon alors donc ça c'est la première idée. Alors ensuite, est-ce que alors là aussi je vous envoie à une autre étude de mémoire. Vous renvoyez ces études quoi, c'est ça en fait. Mais non, mais à une autre étude qui montre que attention, l'idée que le système de retraite des fonctionnaires serait plus avantageux que celui du privé est une idée qui n'est pas aussi évidente que cela. Je vous renvoie à une étude qui a été publiée dans Économie et Statistique par 3 économistes, un de l'INSEE, un de l'adresse, et qui montre que ça dépend des cas de figure. Dans certains cas de figure. Lesquels? Alors j'aurais dû réviser un peu plus avant. Si, moi je vais aider Eric alors qu'il est en train les hauts fonctionnaires par exemple, tous ceux qui ont des primes abondantes en tout cas parmi les fonctionnaires ont une retraite qui est calculée souvent sans que toutes les primes soient intégrées. Donc il y a cet élément-là. Bon, mais c'est vrai qu'il y a des cas, on peut trouver des gens du privé qui sont mieux traités que certaines personnes du public. Non mais ça va plus largement. Ça n'est pas discutable. Lisez cette étude qui montre que globalement, attention, c'est une idée quand même qui est un peu reçue. Et encore vous parlez que des fonctionnaires, les régimes spéciaux. Alors là pour le coup c'est pas discutable. Du coup, aligner déjà le public sur le privé, attention, ça ne va pas faire autant d'économies que cela. Et puis alors après, il y a quand même des règles du jeu. Vous voyez qu'on ne peut pas dire quand on rentre, voilà, tu vas avoir un salaire légèrement inférieur, mais tu as 2 avantages qui sont, tu as un emploi à vie et une retraite qui peut être plus avantageuse. On dit maintenant, écoute, on va... Mais c'est ce qu'on a fait aux gens du privé. Alors, non, mais les règles du jeu n'ont pas changé. Dans le privé, les règles du jeu ont changé. On a mentionné nous-mêmes l'un et l'autre depuis 10 minutes de nombreuses règles qui ont été imposées. Mais des salaires ont pu progresser. Donc ça veut dire que si vous faites pas qu'à la SNCF, les salaires baissent. Franchement. Les salaires n'ont pas progressé, mais les salaires à diplôme donné, équivalent, sont plus faibles dans le public que dans le privé. Donc, si on aligne, il faut tout aligner. Pas pour les petites qualifications. Alors, pas pour les toutes petites qualifications, effectivement, pas par les catégories C. Les catégories C, on rappelle, ils gagnent 1 200 €. Donc, ok, attention, ils gagnent un peu plus que le SMIC, mais légèrement plus. Donc, ok, celles-ci, effectivement, sont un peu mieux. Mais toutes les autres catégories, en gros, globalement, il y a un écart qui, dans la catégorie B de mémoire, est à 35%. Et alors dans la catégorie A... Et donc qui justifie que sur le calcul de la retraite soit plus favorable. Mais oui, mais du coup... Non, mais c'est le deal de départ, c'est ça. C'est quand vous rentrez à la SNCF, on vous dit tu seras un peu moins payé. Mais à mon avis, la contrepartie... Enfin, tu seras un peu moins payé, mais tu partiras. Et surtout pour certaines catégories, en particulier les roulants, mais c'est la même chose dans la police. Si vous avez au bout d'un moment un certain nombre de gens qui ont un temps de travail très diminué à raison des sujétions particulières de leur emploi, qui partent à la retraite beaucoup plus jeunes. Et la difficulté que j'ai moi avec ça, c'est que ces gens qui partent plus tôt, souvent, devinez quoi, ils prennent un autre job. Alors quand tout va bien, et pour l'essentiel, c'est un job déclaré. Certains, ça ne l'est pas, mais même quand c'est un job déclaré, ça veut dire qu'on permet à ces gens-là de cumuler en fait une retraite prise à l'avance avec un job trouvé sur le marché. Ça me paraît très curieux, c'est-à-dire que si ces organisations publiques étaient bien gérées, on dirait « Ok, tu as été roulant pendant 20 ans, tu ne peux pas continuer parce que c'est un peu fatigant, tu ne dors pas tous les jours chez toi, eh ben on va te faire autre chose. » Et la difficulté qu'on a avec l'organisation de la fonction publique, c'est que les gars sont recrutés pour un truc, et personne donc, parce que ce serait tellement bien, les profs
c'est pareil. Évidemment, il y a beaucoup plus d'emplois de profs que de non-profs dans l'éducation nationale, et c'est bien normal. Mais quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans un emploi, qui a beaucoup de suggestions, on devrait lui permettre, dans la même organisation, en tout cas au sein de l'État, où les besoins sont nombreux, plutôt que d'aller recruter d'autres personnes, de faire autre chose pendant 5, 10, 15 ans. Or, on lui dit, bah oui, tu as bien travaillé, merci, on te donne ta retraite dès maintenant, dans des conditions assez avantageuses, et lui ou elle va aller trouver un emploi en complément sur le marché. Ça n'est pas optimal du point de vue de la gestion des deniers publics, ni même de la gestion des carrières, ni même des individus, à mon avis. Que l'on remette tout à plat, c'est normal. Mais oui. Mais attention, ça veut dire qu'on va remettre tout à plat, y compris les rémunérations. Et donc, c'est pour ça que je pense que si c'est la logique réduction de la dépense publique, on se trompe. Je ne pense pas qu'il y ait d'énormes négociations. Mais ce n'est pas l'objectif. Mais voilà. Alors, donc, mais alors, du coup, il faut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit accepté. Si ce n'est pas pour des raisons budgétaires, il faut quand même expliquer tous les avantages, tous les inconvénients. Et en même temps, il y a cette promesse de faire 60 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat. Et on se dit que pour arriver à ce chiffre-là, si tant est que le gouvernement le souhaite… Surtout qu'il n'a pas commencé, donc il va falloir y aller. Quand on compare par rapport aux autres, on se dit que là, effectivement, on peut baisser un peu le poids de la dépense publique. C'est bien sur les retraites, et là, je parle sous votre contrôle. Alors, quand on regarde ce que ça pèse en France, en PIB, c'est 14%. Et les voisins, c'est quoi? C'est 12%? Oui, c'est 12 en moyenne. Et donc, ça fait 2 points de PIB d'écart, ça fait quand même 40 milliards d'euros. Non, c'est beaucoup. Non, mais même, je crois que c'est un peu plus. C'est-à-dire que si vous prenez par rapport à la moyenne de la zone des pays de l'OCDE… C'est peut-être 10-11. Mais voilà, c'est ça. Donc, il y a 4 points d'écart. Mais c'est sûr, mais attention, est-ce que c'est la vraie dépense publique? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Oui, vous voyez, c'est quand même du salaire privé qui va payer une pension du privé. Bon, qu'est-ce qui est public? C'est juste le fonctionnaire qui permet de faire cette transition. Ce qui est public, c'est aussi l'obligation. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ne pas le faire. Alors, ok. Non, mais ok. Donc, c'est légitime que ce soit considéré comme un prélèvement obligatoire. Si vous dites maintenant, ça va être obligatoire, mais privé… Donc voilà, on va les sortir. Mais quand je vois comment polémique… Je sais que vous ne voulez pas qu'on en parle, mais la Suisse, c'est un système obligatoire et privé, c'est équilibré, les gens vivent très bien, le revenu moyen est très supérieur. Quand tout va mal, il monte à 5,5 par an. On peut se comparer à la Suisse ou pas? Est-ce qu'on… Pas la Tchécoslovaquie. Mais la Suisse, leur monnaie, c'est apprécié, donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont souffert. Pourquoi ça s'est apprécié? Parce que pendant des années, au contraire, la Banque centrale suisse a acheté et essayé de maintenir un taux de change. Et puis après, quand il y a eu le quantitative easing… Bien sûr, c'est vrai, mais depuis qu'ils ont lâché, leur monnaie s'est appréciée. Donc ils sont dans une situation de handicap par rapport à nous, à raison de la valeur de leur monnaie. Oui, mais ils donc ont tellement gagné pendant des années. A fortiori, si même les Suisses s'en sortent avec une devise élevée, on devrait s'en sortir mieux. Pas de devise élevée, elle a été tellement sous-évaluée pendant longtemps parce qu'il y a eu une politique… Que c'est un rattrapage. C'est juste un petit rattrapage. Ça fait 3 ans qu'on en est. Mais le dernier point quand même, c'est la vraie réforme qu'il veut faire, c'est le à point. Mais j'y viens. Oui, mais c'est quand même indispensable. Je sais, mais ça prouve en tout cas que l'idée de mettre plus de justice, s'attaquer aux régimes spéciaux de retraite, c'est compliqué et on comprend mieux pourquoi il prend peut-être plus de temps pour le faire. Il faut que ça soit accepté. Politiquement, bien sûr, on a vu beaucoup de gouvernements, j'évoquais tout à l'heure Juppé Chirac, à mon avis, ils ont eu grand tort de ne pas insister, mais peu importe, ils se sont cassés la figure là-dessus et il y a de très nombreux exemples où c'est vraiment le type de sujet où on voit arriver dans la rue, non pas des corps très très nombreuses, mais des gens qui ont un moyen de blocage du pays considérable. Et donc c'est vrai que politiquement, je pense que s'il gagnait cette bataille-là, Macron aurait une espèce d'auréole du type qui réforme même l'inréformable, ce serait extraordinaire pour lui, mais s'il n'y arrive pas, il va rentrer dans la norme de ceux qui se sont cassés les dents. Donc politiquement, en termes d'image, en termes de marché politique, en termes de capacité à fédérer les gens autour de son image de réformateur raisonnable mais décidé, c'est une étape fondamentale, absolument fondamentale. Donc je comprends qu'il se pose la question de savoir si ce sera maintenant ou plus tard. Donc plus d'équité, plus de justice, mais il y a aussi ce slogan, on se rappelle, donc pour 1 euro cotisé, les mêmes droits pour tout le monde. On aura donc des points, ça paraît compliqué, on va cumuler des points jusqu'à sa retraite, mais sauf qu'après les points, ils vont être convertis par un coefficient et c'est là où c'est un peu obscur parce que le coefficient, il va prendre en compte l'âge qu'on a quand on part à la retraite, l'espérance de vie. C'est une boîte noire, on pourrait très bien… avec ces coefficients, ajuster le tout pour équilibrer. Mais donc c'est une façon de… oui, mais si on ne peut pas obtenir l'équilibre en négociant avec les gens, on les fait basculer dans un système à points, puis après on leur dit, sans qu'ils le voient, discrètement, tous les ans. C'est pas de l'enfumage, cette histoire. Il y a 2 grandes erreurs à le faire, me semble-t-il. C'est qu'effectivement, il y aurait un déficit nul tout le temps. Est-ce que c'est bien? Mais alors, vous allez me dire, je suis encore keynésien, mais je pense que c'est normal qu'il y ait un déficit en basse conjoncture et c'est normal qu'il y ait un excédent en haute cycle. Sauf qu'on n'a jamais. D'accord, mais sauf que si vous mettez comme hypothèse 0 tout le temps, alors là, vous allez, au moment de la crise économique, les stabilisateurs automatiques vont disparaître et on va tomber encore plus, ça va renforcer la crise. Donc je pense que c'est la première erreur de politique, de politique économique. La deuxième erreur, le gros mot. Et en tout cas la deuxième injustice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est calculé sur les meilleures années. Et donc si vous êtes
une femme, disons-le quand même très clairement, vous n'êtes pas trop pénalisé d'avoir eu des enfants pour votre retraite. Vous êtes mais pénalisé on peut imaginer dans un vie. système de points, Eric, qu'on donne des points en plus aux femmes. Alors ok, mais il va falloir... On peut garder des différenciations légitimes. Ça va être extrêmement important. Regardez ce que font la GIRC et l'ARCO. Il y a toutes sortes de dispositifs comme ça. Mais ils sont en déséquilibre. Et puis surtout, ils les corrigent vers le bas régulièrement. Donc ça veut dire qu'avec ce système de points, si on part un peu plus tôt, ou même à 62 ans à la retraite, on n'aura pas peut-être 100% de sa retraite. Mais point ou pas point, ce serait la même chose, David. La seule chose, c'est que les points, ça permet, d'avoir des points, au lieu d'avoir 37 caisses, vous changez de métier dans votre vie, vous pouvez avoir 3 ou 4 ou 5 systèmes de retraite. Donc il y a un élément de simplicité, de portabilité, pour parler de manière un peu cuisse, qui est quand même formidable. Et le deuxième sujet, c'est que ça permettra à ceux qui gèrent le système de discrètement ajuster de telle manière qu'il n'y ait pas de déficit en modifiant la valeur du point. Ça veut dire quoi, ça ? Donc il y a un élément de commodité et puis un élément d'équilibre qu'on pourra faire advenir sans que les gens s'en rendent compte. Oui, mais quand on passe de 62 à 65 ans en âge légal de départ à la retraite, on sait que si on va jusqu'à 65 ans, eh ben voilà, on aura sa retraite à taux plein. Là, il y a cette espèce d'incertitude. Oui, mais dans un an, ça peut avoir changé. Dans 5 ans, ça peut avoir changé. Avec le truc du point, vous dites, désolé les gars, il n'y a plus de quoi payer, donc on augmente, on baisse. Donc au moment où on prend sa retraite, on sait à quelle sauce on est mangé. C'est ça le système de retraite. Et donc ça veut dire que... Pardon, ça parce que la valeur du point, elle peut encore baisser après. Oui, mais donc du coup, le grand risque, c'est que vous ne savez pas exactement ce que vous allez gagner à votre retraite, vous épargnez un peu plus. Et là aussi, c'est extrêmement récessif. Donc il est anxiogène, ce système à points. L'épargne est récessive. Ça, vraiment, c'est la confession qui tue, ça, Eric. À court terme, excusez-moi, mais si vous épargnez plus, c'est récessif. On consomme moins. Oui, mais l'épargne, je crois me rappeler que ça fait l'investissement. On n'a peut-être pas eu les mêmes cours d'économie. Ah oui, mais puis ça fait aussi du pouvoir d'achat différé. Puis ça fait l'épargne, c'est pas de l'argent stérilisé versus de la croissance. Ça dépend ce qu'on en fait aussi. Oui, puis il faut voir dans le temps. Si vous dites, et je suis d'accord que mais à court terme, tous ces dispositifs-là peuvent avoir une incidence sur votre croissance économique. C'est pour ça qu'il faut le faire quand la croissance n'est pas mauvaise et que l'emploi se réduit. Voilà. Motion de synthèse, c'est pas admirable, ça David. Voilà, on se croirait chez Hollande. Donc pour clore, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, il a raison, le gouvernement, quand même malgré tout un petit peu de prendre son temps parce qu'on voit que c'est compliqué quand même, vu tout ce qu'on s'est dit là, et vaut mieux éviter. C'est compliqué, mais c'est parfaitement documenté. Il y a 850 rapports, on sait exactement ce qu'il faudrait faire. Il n'y a pas besoin de travailler plus pour savoir ce qu'il faut faire. La seule chose à travailler, pardon de le dire, c'est la communication, c'est l'editing, c'est la manière dont on présente ça pour pas avoir trop de choc en retour, tout en sachant que ça ne peut pas ne pas être violent. Les gens à qui on va reprendre des avantages aussi considérables que ceux qui en ont le plus ne peuvent pas se laisser faire comme des agneaux qu'on emmène se faire donc il y aura des compensations. Il faut avoir sans doute il y en aura, mais allez, mot de la fin pour Eric. Non, mais je pense qu'effectivement, mettons tout sur la table, mais attention, quand on met tout sur la table, on va ouvrir certains dossiers et du coup, les économies qu'on va faire seront extrêmement faibles. Voilà. Mais il faut le faire. La motion de synthèse, on aime bien ça ici, on y arrive parfois. On va renommer l'émission Solferino peut-être. Pas encore. Avant que ça parte. Ah oui, pareil, c'est il y aura plus de Solferino bientôt. Ouais. Bon, merci à tous les deux en tout cas. Philippe Manière, président de Footprint Consultant, et Eric Ayer, directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci à tous les deux pour ce grand débat. Bye.